Bonjour à tous. L'Ordre des pharmaciens est heureux de vous présenter une courte formation portant sur le contrôle de qualité du circuit du médicament ainsi que sur le programme de surveillance de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Ma collègue Pascale Gervais, pharmacienne et inspectrice en établissement de santé, et moi-même, Karine Patry, pharmacienne et inspectrice en pharmacie communautaire, auront le plaisir de vous accompagner tout au long de cette présentation. Notre présentation est divisée en 3 parties. La première partie porte sur une courte introduction afin de vous présenter le cadre réglementaire et les standards de pratique sur lesquels notre programme d'inspection repose. La deuxième partie abordera brièvement le déroulement des inspections portant sur le circuit du médicament, en établissement de santé et en pharmacie communautaire. La troisième partie sera le cœur de notre présentation et nous aborderons les indicateurs et contrôles de qualité que nous utilisons en inspection. Pascal et moi déclarons n'avoir aucun conflit d'intérêt puisque nous vous parlerons de notre travail ainsi que de notre employeur, soit l'Ordre des pharmaciens du Québec. Au niveau des objectifs, le premier objectif est de comprendre d'où vient le programme d'inspection, c'est-à-dire le cadre légal et les standards de pratique. Ma collègue Pascale va vous en parler dans quelques minutes. De connaître et de comprendre le déroulement des inspections portant sur le circuit du médicament, tant en établissement de santé qu'en pharmacie communautaire, puisque vous serez amené dans votre pratique à croiser des inspecteurs ou des inspectrices de l'Ordre des pharmaciens du Québec. De connaître certains indicateurs pour le contrôle de qualité concernant la sécurité du circuit du médicament, de vous initier un peu à l'inspection professionnelle et de réfléchir au rôle possible des techniciens en pharmacie lors des inspections. Sachez qu'alors, nous travaillons déjà pour voir comment nous pourrions vous faire participer à l'inspection professionnelle portant sur le circuit du médicament. Nous sommes déjà convaincus de votre rôle dans l'organisation du circuit du médicament. Partie 1. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons expliquer brièvement les différents contextes et principes liés à l'inspection professionnelle. En d'autres mots, qu'est-ce qui fait qu'un ordre professionnel puisse réaliser des inspections auprès de ses membres? Alors, pour commencer, une petite mise en contexte. Donc, l'Office des professions. L'Office des professions du Québec, c'est l'organisme gouvernemental qui chapeaute et encadre les ordres professionnels. Présentement, il y a 46 ordres professionnels au Québec. Au niveau réglementaire, c'est le Code des professions qui encadre la pratique des professionnels. Mais qu'en est-il de l'inspection? Eh bien, dans le Code, il y a l'article 112 qui nous en dit un peu plus. Si vous me le permettez, je vais vous lire l'article 112. Donc, le comité surveille l'exercice de la profession par les membres de l'ordre. Il procède notamment à l'inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice, ainsi qu'à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne. À la demande du conseil d'administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l'ordre. Le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut être assisté d'inspecteurs ou d'experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l'article 90. Les inspecteurs doivent être des membres de l'ordre. Voilà donc pourquoi, pour l'inspection professionnelle, on parle de surveillance par les pairs. Vous le savez probablement déjà, l'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de protéger le public. Et une de ces façons de protéger le public, eh bien, c'est l'inspection professionnelle.
C'est important ici de savoir que la visée de l'inspection est d'abord et avant tout préventive. Le règlement sur l'inspection professionnelle définit, grosso modo, les éléments réglementaires relatifs à l'inspection, notamment il autorise l'accès aux documents et permet à l'inspecteur d'observer et questionner la pratique du pharmacien. Il y a aussi le code de déontologie qui, lui, va préciser que le pharmacien doit collaborer avec son ordre professionnel. Le programme de surveillance de l'OPQ va préciser les activités qui sont réalisées au niveau de l'inspection. Évidemment, la surveillance de l'exercice de la pharmacie doit s'appuyer sur des standards de pratique. Et ces standards de pratique, les voici. C'est un document que vous avez peut-être eu la chance de consulter dans le passé. Sinon, je vous invite à le faire. C'est disponible sur le site web de l'OPQ. Les standards de pratique ont été développés en 4 volets. Certains vont toucher un peu plus la pratique du pharmacien auprès de ses patients et son travail à lui. Ce sont les volets 1 et 2. Donc, le volet 1, on parle de maintien de la compétence, développement professionnel et activités de rayonnement et d'avancement de la profession. Dans le volet 2, on s'intéresse à la surveillance de la thérapie médicamenteuse en partenariat avec le patient. Les autres volets vont toucher l'ensemble de l'équipe, donc les ATP et les TP, de façon plus spécifique parce que ce sont les volets qui s'intéressent au circuit du médicament et à l'organisation du travail. Donc, le volet 3, on retrouve la gestion des médicaments et dans le volet 4, on retrouve l'organisation et sécurité des soins et services pharmaceutiques. Les standards de pratique, pourquoi et comment? On l'a abordé un peu dans la diapositive précédente. Eh bien, c'est que les standards vont offrir en quelque sorte un guide pour définir les indicateurs de contrôle de qualité. Le circuit du médicament, bien entendu, est basé sur les standards de pratique. Nous avons aussi développé un guide d'application des standards pour préciser les attentes et donner certains exemples de moyens qui peuvent être mis en place pour atteindre les standards de pratique. Évidemment, le pharmacien ne travaille pas seul. Il a besoin de son équipe qui est composée d'ATP et de TP. Alors, on peut comprendre que pour atteindre les standards, le pharmacien doit travailler en équipe et donc que ces standards de pratique vont aussi encadrer votre travail, le travail des ATP et le travail des TP sur le terrain. Le guide d'application des standards, j'en ai glissé un mot précédemment. C'est un document ou un guide qui est disponible sur le web. Je vous invite évidemment à le consulter parce que ça risque d'être un outil très pratique pour votre travail. Merci Pascal. Le volet 3 des standards de pratique porte sur la gestion des médicaments. Cela comprend quoi? Par exemple, la gestion des médicaments périmés, la gestion des substances désignées, la gestion des médicaments dangereux, la gestion des piluliers ou la gestion de la chaîne de froid. Traditionnellement, le pharmacien a toujours été responsable d'assurer l'approvisionnement des médicaments, leur entreposage, ainsi qu'une distribution efficace et sécuritaire. Cette tâche, effectuée en collaboration avec son équipe, technicien en pharmacie et assistant technique, est toujours essentielle et actuelle. Au fil des années, cette tâche a été partagée avec les assistants techniques et bientôt, vous, les techniciens en pharmacie, seront des acteurs clés dans la gestion des médicaments en pharmacie. Le volet 4 porte sur l'organisation et la sécurité des soins et services pharmaceutiques. Cela comprend notamment l'évaluation de la charge de travail afin de voir si les effectifs techniques et professionnels sont suffisants pour effectuer les différentes tâches, mais aussi pour répondre à l'offre de soins et services de la pharmacie.
On parle aussi des procédures qui encadrent les différentes activités au laboratoire, les méthodes de travail pour favoriser une bonne organisation du travail, la formation du personnel technique, la gestion des événements ou la gestion des risques. Afin d'optimiser son rôle et d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et services pharmaceutiques qu'il offre à ses patients, le pharmacien doit organiser son environnement de travail et se doter de moyens et d'outils efficaces. À cette fin qu'il soit propriétaire, chef de département, adjoint ou salarié, et j'inclus le pharmacien suppléant et les étudiants, le pharmacien doit agir de façon proactive en intégrant son équipe de travail au développement des solutions. Là aussi, votre implication est nécessaire et importante. Par exemple, vous aurez un rôle dans l'élaboration des procédures, leur mise à jour, la formation du personnel, l'évaluation du personnel technique. Mais aussi, vous serez amené à évaluer l'efficacité et la sécurité du circuit du médicament dans vos propres milieux et à proposer des pistes de solutions. Partie 2. Maintenant que la table est bien mise, nous allons regarder plus en détail l'inspection du circuit du médicament. Évidemment, vous comprenez qu'on note certaines différences dans le circuit du médicament, qu'il soit en milieu communautaire ou qu'il soit en établissement de santé. Pour les besoins de la formation, nous allons traiter des inspections pour ces deux types de milieux en alternance. Bien sûr, les standards sont les mêmes, peu importe le milieu, mais l'application peut être différente ou encore les moyens pour atteindre les standards peuvent varier selon le milieu inspecté. C'est la raison pour laquelle, parfois, dans la présentation, nous répéterons certains éléments, par exemple lorsque l'attente ou le moyen est le même, qu'on soit en communautaire ou en établissement de santé. D'autres fois, par contre, il y aura certaines nuances selon le milieu de pratique, alors on vous invite à porter une attention particulière à ces nuances-là. Alors, en établissement de santé, le programme d'inspection actuel comporte deux types d'inspection qui s'intéressent au circuit du médicament, évidemment, et à l'organisation des soins et services pharmaceutiques. Comme c'est le chef du département de pharmacie qui est responsable du circuit et de l'organisation, eh bien, c'est lui qui est inspecté. La première inspection, qu'on appelle CMCF, c'est le chef du département lui-même qui doit faire les observations dans son milieu, répondre à un questionnaire d'inspection et ensuite rédiger un plan pour atteindre les standards de pratique. Le deuxième type d'inspection, on l'appelle CMES. Il s'agit d'une inspection qui est réalisée sur place, dans l'établissement. Actuellement, il est prévu dans le programme d'inspection de l'OPQ que nous réalisions ce type d'inspection de façon complémentaire à l'inspection CMCF. Mais il est aussi possible que ce type d'inspection soit réalisé suite à une information obtenue du syndic ou encore si on évalue la présence de certains risques. Alors, une CMES, comment ça se passe? Eh bien, ça se déroule dans une ou plusieurs installations. Par exemple, on peut faire des observations dans un centre hospitalier et aller voir aussi les CHSLD qui y sont associés. On rencontre les membres du département de pharmacie, donc les pharmaciens, les ATP, les gestionnaires, bientôt les TP. On rencontre aussi les dirigeants de l'établissement de santé. La CMES prévoit une visite de la pharmacie et une visite aussi des pharmacies satellites, par exemple la pharmacie d'oncologie. On visite aussi les unités de soins, question d'observer le circuit du médicament en entier. Donc, pour les observations, les éléments qu'on va observer se retrouvent dans le questionnaire d'inspection. D'ailleurs, vous avez accès à ce questionnaire sur le site de l'OPQ dans la section Inspection. Je vous invite à le consulter. 4 volets seront observés, soit l'organisation et la sécurité des soins et services, la gestion de l'ordonnance et la surveillance de la thérapie médicamenteuse, la gestion et la préparation des médicaments
Et il peut y avoir aussi des questions spécifiques au secteur de l'oncologie. À mon tour de vous parler de l'inspection sur le circuit du médicament en pharmacie communautaire. La personne responsable de celui-ci est le pharmacien propriétaire. Ce dernier travaille en collaboration avec ses pharmaciens, pharmaciens-chefs, ATP, ATP-chefs et bientôt avec vous, les techniciens en pharmacie. Toutefois, c'est le pharmacien propriétaire qui est visé par l'inspection du circuit du médicament. Cependant, au cours de l'inspection, nous nous adressons à l'ensemble de l'équipe au laboratoire. Le pharmacien propriétaire peut faire appel lors de l'inspection à la personne responsable d'une activité. Par exemple, la personne responsable des piluliers lorsque ce sujet est abordé. Les sources d'inspection sont variées. Aléatoire, le mot dit, le pharmacien est pigé aléatoirement afin qu'une inspection portant sur le circuit du médicament soit effectuée dans sa pharmacie. D'autres inspections découlent d'informations reçues par exemple de la direction des enquêtes, le syndic, un signalement. Certains critères peuvent être observés lorsque je fais une inspection individuelle d'un pharmacien salarié. J'observe certains critères et si des signaux d'alarme sont observés, une inspection portant sur le circuit du médicament est ouverte au nom du pharmacien propriétaire. Il importe de rappeler que l'inspection ne vise pas un milieu, mais bien le pharmacien propriétaire. Donc, si ce dernier détient plus d'une pharmacie, nous nous attendons à ce qu'il soit en mesure d'évaluer son circuit du médicament dans ses autres pharmacies. Par le fait même, si des recommandations lui sont faites, il en est de sa responsabilité de les appliquer dans ses autres pharmacies. Depuis la pandémie, nous avons révisé nos façons de faire en inspection afin d'y ajouter un accompagnement personnalisé auprès de nos pharmaciens. Maintenant, nos inspections se déroulent en 3 étapes. L'étape 1, c'est une rencontre virtuelle en team afin de revoir le parcours du pharmacien, la présentation de sa pharmacie où aura lieu l'inspection. On aborde aussi certains enjeux propres au milieu afin d'adapter notre inspection aux différents enjeux. Nous abordons également les changements effectués récemment dans la gestion des médicaments et dans l'organisation des soins et services pharmaceutiques. Nous débutons aussi l'inspection à cette étape-là en abordant les éléments du circuit où le pharmacien a mentionné éprouver des difficultés dans son questionnaire d'inspection. D'emblée, nous abordons certains éléments précis, comme la collecte des renseignements, la surveillance de la thérapie, la consignation, la gestion des substances désignées et la gestion des événements et des risques en pharmacie. Parfois, il arrive que nous demandions aux pharmaciens d'apporter certains changements avant notre visite. 6 à 8 semaines séparent l'étape 1 de l'étape 2. L'étape 2, c'est véritablement ma visite en pharmacie. Je me présente aux différents employés, ce qui me permet d'observer et de les questionner sur la description des tâches en fonction du poste occupé. Par la suite, j'effectue mes observations directes auprès du personnel et je leur pose certaines questions. Pour le reste de l'étape 2, je travaille avec le pharmacien propriétaire et je passe au travers de l'ensemble des énoncés du questionnaire d'inspection. J'observe les outils, les procédures, je regarde comment s'effectue la gestion des substances désignées, par exemple, ou la gestion des piluliers. Nous observons également certains dossiers. Je nomme au pharmacien ses bonnes pratiques et je lui donne des trucs et des astuces sur les éléments qu'il a à travailler. J'utilise beaucoup le guide d'application des standards de pratique que Pascal vous a parlé tout à l'heure. L'étape 3 se déroule 24 à 48 heures après l'étape 2. C'est aussi une étape qui est virtuelle. Cette étape-là permet au pharmacien de me poser ses questions après avoir relu ses notes et souvent après avoir discuté de certains éléments avec son personnel. Je demande aussi au pharmacien de me présenter verbalement les améliorations qu'il compte apporter à son circuit du médicament, bref, son plan de match. Sans oublier qu'un rapport d'inspection est publié et celui-ci sera l'outil de travail du pharmacien pour corriger les lacunes observées lors de l'inspection.
Nous sommes maintenant rendus à vous présenter nos indicateurs et contrôles de qualité. Je vais débuter par certains indicateurs en pharmacie communautaire. La surveillance de la thérapie est au cœur de l'exercice des pharmaciens. Même si au premier regard, cela apparaît comme une activité individuelle propre à chaque pharmacien, cette portion de notre travail se doit d'être organisée et structurée pour favoriser le travail des pharmaciens. Ça comprend les mesures pour encadrer la collecte des renseignements, les moyens pour encadrer la surveillance de la thérapie et la consignation au dossier. Je vais vous les présenter plus en détail. La collecte des renseignements qui est au cœur de la surveillance de la thérapie. Je regarde quoi? Je regarde s'il y a une procédure écrite qui encadre l'ensemble de la collecte effectuée en pharmacie. La procédure doit encadrer la collecte abrégée, la collecte complète ou plus exhaustive. Ça peut encadrer la collecte pour les patients qui ont un trouble lié à l'usage des opioïdes, les patients qui sont sous pilulier, les sorties d'hôpital, les demandes de consultation. La procédure doit aussi prévoir la fréquence de mise à jour des renseignements généraux. On s'attend à avoir des outils, parce que si on veut déléguer la collecte, c'est beaucoup plus facile de le faire à l'aide d'outils. Je pense par exemple à la collecte abrégée. Vous êtes habitué de voir une étampe ou un outil papier. La collecte, elle peut être directement faite à l'écran, quoique ça, je trouve ça plus difficile pour le pharmacien de voir l'ensemble des questions qui sont posées. Je préfère voir une étampe ou voir un outil papier. On s'attend à ce qu'il y ait une bonne formation. Avant de déléguer la collecte, on s'attend à bien former le personnel technique, à ce qu'on lui offre des trucs au niveau de la communication. Je vais aussi écouter les ATP à l'accueil qui font de la collecte. Et ça, je vous partage mon truc. Ça me permet de voir et d'entendre comment les outils sont utilisés, le type de question qui est utilisé aussi et comment les informations sont consignées au dossier. J'ai observé aussi des ordonnances. Ça me permet de voir si toutes les questions prévues à l'outil sont posées, mais aussi si toutes les informations sont bien consignées au dossier du patient. Et avec le pharmacien, j'observe certains dossiers, ce qui me permet de lui faire un coaching adapté. Un point qui est essentiel pour ne pas échapper la collecte de renseignements, c'est le contrôle de qualité effectué par les pharmaciens si on veut que la collecte des renseignements se maintienne dans le temps. Au niveau de la surveillance de la thérapie, je regarde s'il y a un outil de révision de dossier pour les patients qui ont une thérapie plus complexe, par exemple, s'il y a des outils pour effectuer la surveillance de la thérapie par problème de santé, ce qui peut aider les pharmaciens. Je regarde s'il y a des plages horaires qui sont dédiées à la surveillance de la thérapie pour les pharmaciens, s'il y a un agenda commun pour favoriser la continuité des soins et des outils aussi. Je regarde la priorisation des ordonnances. Les ordonnances à mettre en attente ou celles reçues par télécopieur ont explosé depuis la pandémie. Il importe d'avoir une méthode de tri de ces ordonnances-là suffisamment détaillée et connue par le personnel technique et idéalement avoir un pharmacien qui est impliqué. Un classement des ordonnances est nécessaire. Le support du pharmacien, lorsque les ordonnances s'accumulent, peut aider à mieux prioriser les ordonnances, à mieux les trier. Je fais un rappel. L'Ordre des pharmaciens demande à ce que les ordonnances soient saisies dans un délai maximum de 24 heures suivant leur réception et vérifiées dans les meilleurs délais lorsqu'elles sont saisies, au plus tard le jour même de leur saisie. Si le délai de 24 heures ne peut être respecté, il importe que ce soit seulement pour des ordonnances non urgentes ou principalement pour des demandes de represcription ou pour des represcriptions sans changement et non nécessaires actuellement aux patients. Au niveau de l'approche Vigie, pour ce point, je vous invite à consulter notre site web. Dans le moteur de recherche, vous pourrez taper approche Vigie afin de voir une courte vidéo, mais aussi avoir la définition de l'approche Vigie et aussi une foire aux questions pour vous aider à comprendre qu'est-ce que l'approche Vigie. Au niveau de la consignation, qu'est-ce que je regarde? Je regarde s'il y a une procédure écrite qui vise l'ensemble du personnel au laboratoire. Et là, j'inclus les infirmières, les pharmaciens,
les ATP, les TP et le personnel remplaçant. Je m'attends à ce qu'il y ait une certaine structure de la consignation qui est établie dans le milieu. On se rappelle que le dossier patient doit être structuré pour permettre de retracer efficacement les informations concernant le patient, le plan de match, le plan de suivi qui entoure la surveillance de la thérapie et l'ensemble des actions qui est posée. Je m'attends à avoir une méthode structurée pour consigner, par exemple, les renseignements généraux. Et là aussi, j'inclus la réponse négative. On doit être capable de retrouver l'absence de grossesse, l'absence d'allaitement. Si le patient ne prend pas d'MVL ou de PSN, c'est important qu'on puisse le retrouver au dossier. Je m'attends à ce qu'il y ait une méthode spécifique pour consigner les renseignements spécifiques, les suivis qui sont planifiés, les suivis qui sont réalisés, les ordonnances cessées. Bref, toutes les informations qui sont consignées au dossier, je m'attends à ce qu'elles se retrouvent dans une procédure et dans une façon de faire clairement établie. Alors, si on regarde plus spécifiquement les indicateurs au niveau de l'inspection en établissement de santé, eh bien, comme en milieu communautaire, on veut s'assurer que des mesures sont en place pour rendre systématique la collecte, la mise à jour et la saisie des renseignements généraux. Par exemple, le poids, la taille, les allergies, etc. Le bilan comparatif des médicaments, on désire qu'il soit réalisé et mis à jour à chaque point de la trajectoire de soins des patients, c'est-à-dire à l'admission du patient, s'il y a un transfert et à son congé. Le BCM, bilan comparatif des médicaments, c'est un des éléments dans lequel la contribution des TP et des ATP est essentielle. Un autre élément qui met à contribution le personnel technique, c'est la saisie des ordonnances. Pour ça, on s'attend à ce que la saisie des ordonnances et leur validation soient réalisées par une personne différente. La priorisation des ordonnances, c'est aussi important en établissement de santé parce qu'on veut que les patients reçoivent leurs médicaments au bon moment. Alors, les ordonnances requérant un traitement urgent doivent être traitées de façon prioritaire à la pharmacie. On parle ici, par exemple, des STAT. Des mesures sont en place pour analyser et contrôler l'utilisation des médicaments disponibles dans les cabinets décentralisés. Ici, on a plusieurs critères qu'on va regarder. Entre autres, on s'attend à ce que durant les heures d'ouverture de la pharmacie, l'accès aux médicaments dans le cabinet se fasse une fois que l'ordonnance a été validée par le pharmacien. Bien entendu, on peut faire exception pour des situations d'urgence ou encore pour des médicaments administrés en urgence. Des moyens sont en place pour assurer la continuité des soins et le partage de renseignements. Évidemment, il faut préserver la confidentialité, mais ici, le but, c'est surtout de soutenir la collaboration intraprofessionnelle et interprofessionnelle pour de meilleurs soins aux patients. Au niveau de la gestion et de la préparation des médicaments, l'aménagement des espaces de travail doit être adéquat et doit contribuer à la qualité et la sécurité des soins et services pharmaceutiques. Par exemple, ici, on recherche des espaces de travail où il est possible de se concentrer. L'équipement nécessaire est disponible afin que chaque membre de l'équipe puisse s'acquitter de ses tâches de manière sécuritaire et efficace. Donc, les questions qu'on se pose, c'est par exemple, est-ce qu'on a un nombre de postes informatiques suffisant? Est-ce qu'on a un accès aux logiciels utiles? Les doses préparées par le département de pharmacie sont prêtes à administrer sans autre modification par le personnel infirmier. Dans la mesure du possible, on privilégie le service de médicaments qui permet de limiter les manipulations sur les unités de soins parce qu'on veut éviter la contamination ou on veut diminuer le risque d'erreur. Pour les médicaments servis en format multidose, les quantités doivent être restreintes et adaptées à la fréquence des renouvellements. Finalement, les préparations magistrales non stériles, donc les PMNS, doivent être effectuées conformément à la norme 2012.01.
Ici aussi, la contribution des TP et des ATP est vraiment importante. Il n'est pas rare en inspection qu'on discute avec les ATP ou avec les TP des fabrications des magistrales non stériles. En équipement de santé, la gestion des médicaments au commun, ça représente une bonne partie du travail de préparation des médicaments. C'est aussi un sujet qui touche particulièrement le personnel technique. Qu'est-ce qu'on va regarder? Bien, entre autres, on va accorder de l'attention aux espaces où se retrouvent les médicaments dans les communs. Donc, est-ce qu'on a des armoires qui sont sous clé, des cabinets décentralisés? Il faut s'assurer que ce soit sécuritaire. L'arrivée des cabinets décentralisés, ça a beaucoup aidé de ce côté-là. On s'intéresse aussi à la liste des médicaments qui se retrouvent au commun, le choix des molécules et la quantité de médicaments qu'on retrouve. Évidemment, il doit y avoir une gestion afin de s'assurer qu'on ne retrouve pas de médicaments périmés dans les communs. On regarde est-ce qu'on fait le ménage pour éviter de retrouver des réserves non autorisées. C'est important que la pharmacie soit impliquée dans le contrôle et la gestion de ces communs-là. Même ordre d'idée, on s'attend à ce que le département de pharmacie soit impliqué dans la gestion de la médication d'urgence, comme les coffrets d'urgence ou les chariots de réanimation. Pour la chaîne de froid, évidemment, elle doit être respectée en tout temps, autant dans la pharmacie que sur les unités de soins. À l'instar des médicaments en commun, il doit y avoir aussi un mécanisme en place à la pharmacie pour la gestion des médicaments périmés. En inspection, on fait le tour, on vérifie les dates sur les pots de médicaments. C'est un des éléments qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Enfin, il doit y avoir différents processus pour structurer certaines activités. Par exemple, la gestion des médicaments qui sont retournés à la pharmacie, qu'on appelle communément la gestion des retours, la gestion des médicaments en rupture d'inventaire, la gestion des rappels par Santé Canada, la gestion des médicaments de recherche ou ceux obtenus par le programme d'accès spécial. Bien évidemment, le personnel technique a vraiment un grand rôle à jouer de ce côté-là aussi. Qui dit préparation de médicaments dit aussi destruction. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Bien, est-ce que la destruction des médicaments et des instruments est encadrée, sécuritaire? Est-ce qu'elle respecte les normes légales et environnementales? Un autre point vraiment important dans la gestion des médicaments, c'est tout ce qui concerne les stupéfiants, les drogues contrôlées, les substances ciblées. Il doit y avoir en place un processus qui permet de détecter, d'analyser et prévenir tous les écarts d'inventaire, les vols, les pertes ou les autres types de diversions. Et ça, c'est dans tous les lieux d'entreposage des stupéfiants. Ça veut dire autant à la pharmacie que sur les unités de soins. On parle ici d'un entreposage qui est sécuritaire, qui peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes. Par exemple, le local, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que l'armoire est verrouillée? Est-ce que la voûte est verrouillée? Est-ce qu'il y a une traçabilité de qui a accès au local ou à la voûte? Est-ce qu'il y a une présence de caméra? La traçabilité tout au long du service des stupéfiants et des drogues contrôlées, c'est super important. Est-ce qu'il y a des décomptes qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a une saine gestion des divergences quand on en identifie? Un autre sujet, c'est les médicaments à risque élevé. Donc, certains médicaments comportent un niveau de risque plus élevé. Pour ces médicaments-là, on s'attend à ce que des mesures soient en place pour sécuriser leur utilisation. Ça peut prendre, par exemple, la forme d'un code sur l'étiquette, sur la FADM, la feuille d'administration des médicaments, une indication sur la tablette où est entreposé le médicament pour l'identifier. En inspection, on va rechercher ce type de moyens-là en place pour s'assurer que c'est sécuritaire. La gestion des matières et des médicaments dangereux doit être effectuée de façon sécuritaire autant pour le personnel que pour les patients.
En inspection, on va s'attarder, entre autres, à l'identification des médicaments dangereux, leur entreposage, la façon de les préparer et de les servir, qui doit respecter les normes. Pour les congés temporaires, les médicaments doivent être préparés par la pharmacie. C'est la même chose aussi pour les médicaments qui font partie d'un programme d'auto-administration. Donc aujourd'hui, on vous résume rapidement nos indicateurs, mais je vous invite encore une fois à consulter le guide d'application des standards ou encore le questionnaire d'inspection pour en apprendre encore plus ou pour aller chercher certaines précisions. On se rappelle que le volet 3 des standards de pratique aborde la gestion des médicaments. Voici une liste des éléments que nous regardons en inspection en lien avec la gestion des médicaments. Les éléments en gras seront abordés plus en détail dans les diapositives suivantes. Au niveau des espaces de travail, je m'attends à ce que la superficie du laboratoire soit adéquate. En fait, il faut que chaque employé ait un espace de travail propre à lui avec l'équipement nécessaire selon les tâches effectuées. Par exemple, avoir un poste informatique, imprimante à proximité, numériseur, téléphone. La pharmacie doit permettre que chaque activité possède un espace dédié suffisamment grand pour assurer un circuit efficace et sécuritaire. Par exemple, pour les piluliers, si on a beaucoup de piluliers, on s'attend à avoir un aire pour les piluliers, un espace pour les commandes, un espace pour la livraison. Au niveau de l'équipement, une clé DSQ pour l'ensemble des pharmaciens, mais aussi pour certains ATP ou techniciens qui sont susceptibles d'être impliqués dans la surveillance des thérapies. Un logiciel d'aide à la décision interfacé au logiciel patient comme RX Vigilance. Bref, un équipement et des espaces de travail qui favorisent un circuit du médicament efficace, donc absence de pas ou de déplacement inutile et sécuritaire. Au niveau de la livraison, j'aime bien voir soit une procédure écrite ou minimalement un aide-mémoire écrit qui encadre le travail entourant la livraison et le livreur. Un document qui aborde la confidentialité des échanges, la bonne identification du patient, quoi faire en l'absence du patient, qui aborde la chaîne de froid et le registre des signatures. Les OAA, c'est les outils d'aide à l'administration. On parle de piluliers, de sachets, etc. Souvent, en pharmacie, c'est une équipe et presque une mini-pharmacie qui doit gérer cette clientèle, disons-le, souvent beaucoup plus vulnérable. Je m'attends à retrouver une procédure écrite qui encadre l'ensemble des activités entourant la gestion des piluliers, qui va de la création du dossier, la gestion des changements, la saisie des ordonnances, la codification des ordonnances, le montage des piluliers, etc. Souvent, la procédure encadre juste le montage, mais moi, je m'attends à avoir une procédure qui encadre l'ensemble des activités. Ça sera beaucoup plus facile pour procéder à la formation du personnel. Durant mon inspection, j'observe les employés, les assistants techniques ou les pharmaciens qui sont assignés à la gestion des piluliers. Je regarde par exemple la préparation des piluliers, la gestion des changements, les registres de signature. Qu'est-ce que j'entends par calendrier de production? Souvent, on a 200, 250, 300, même des fois 500 piluliers. Je m'attends à avoir un outil ou un calendrier où je peux voir quand les différents lots de piluliers seront traités. Alors, quand est-ce que le lot 1, on va imprimer les en-têtes, on va monter le pilulier qui va être vérifié, qui va être facturé. Au niveau de la gestion des médicaments qui sont hors pilulier ou au besoin, on questionne l'équipe à savoir comment sont gérés les hors piluliers afin de ne pas être oubliés. Est-ce qu'on les retrouve à la FADM quand une FADM est nécessaire? Est-ce qu'on les retrouve au dossier maître? Pour la gestion des médicaments au besoin, je pense surtout à la gestion des substances désignées. On veut éviter que ces médicaments-là soient renouvelés ou servis d'emblée et qui s'accumulent au domicile des patients. On préconise plutôt un service à la demande. Au niveau du registre de préparation, celui-ci peut être papier ou électronique, ou même il y en a qui utilisent Cubipilulier. L'important, c'est de savoir qui a effectué chacune des tâches reliées à la gestion des piluliers. Par exemple, qui a imprimé l'entête, qui a monté le pilulier, qui l'a vérifié, si c'est un pharmacien ou si c'est une ATP délégataire, des contrôles de qualité quand c'est applicable.
En inspection, souvent certaines tâches ou dates sont omises. La traçabilité en pharmacie est très importante. On doit savoir à tout moment qui a fait quoi. Si la pharmacie fait affaire avec une CPO, c'est-à-dire une centrale de préparation ou de production des ordonnances, bien à ce moment-là s'ajoute la traçabilité de la personne qui a envoyé le lot vers la CPO, celle qui a réceptionné les bacs, celle qui a effectué la vérification des entêtes, que ce soit délégué ou pas. L'outil de changement. Si on parle de gestion des risques, un outil de changement bien utilisé va venir sécuriser cette activité-là qui est très à risque, qui est un changement lié à la thérapie des piluliers. L'outil doit notamment définir c'est quoi le changement, l'urgence de faire ce changement-là et doit détailler chacune des étapes liées au changement. La personne responsable de chacune des étapes doit pouvoir signer l'activité qu'elle vient de réaliser. Et lors de la vérification finale, cela permet au pharmacien de s'assurer que le changement a été effectué au complet et de la bonne façon. Votre méthode de travail doit aussi permettre d'attraper aussi les piluliers qui reviennent d'une CPO. Les préparations magistrales non stériles. En fait, en pharmacie communautaire, on regarde plus les préparations de grade 1. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait un espace fermé sur 3 côtés, qu'il y ait l'absence de joint entre le comptoir et le mur. Le comptoir en stainless n'est pas obligatoire. Par contre, le revêtement doit être non poreux et on doit avoir un évier qui est présent dans l'aire des préparations magistrales non stériles. Le matériel en quantité suffisante est bien rangé. Idéalement, on aime bien voir des tablettes avec des portes pour éviter l'accumulation de poussière. On va regarder s'il y a une formation initiale du personnel, s'il y a une certification périodique, par exemple, annuelle. Je vous ai déjà parlé des installations. On va regarder s'il y a présence d'un registre d'étalonnage annuel de la balance. Est-ce que le pharmacien peut certifier que la balance a été vérifiée par une compagnie certifiée pour faire ce genre d'activité-là? On va vérifier si le poids test est utilisé quotidiennement pour ceux qui en préparent tous les jours ou minimalement avant chaque préparation et que c'est consigné à un registre. On va observer la procédure et on va regarder s'il y a des registres qui sont bien utilisés pour les préparations et qui sont complétés adéquatement. Au niveau de la gestion des périmés, on s'attend à avoir un outil qui va permettre de s'assurer que la traçabilité des activités a été bien effectuée. Alors, ça peut être un outil papier ou un outil plastifié, un fichier Excel qui va déterminer chacune des sections au laboratoire où on retrouve des médicaments. Ne pas oublier l'aire des préparations magistrales non stériles, la section des piluliers, le réfrigérateur, par exemple. Et on s'attend au même outil pour les médicaments de vente libre sur le plancher. Alors, cet outil-là, ça va permettre à la personne qui est assignée au contrôle de qualité, que ce soit l'ATP ou le technicien, bien, de s'assurer à la fin du mois que cette activité-là a été bien réalisée et en même temps, elle peut faire certains spot checks pour s'assurer que la tâche a été bien faite. On aime bien voir que cette tâche-là soit planifiée à l'horaire pour s'assurer qu'elle soit réalisée avec une fréquence établie. Au niveau de la chaîne de froid, on va s'assurer que les réfrigérateurs utilisés sont de qualité biomédicale et qui servent uniquement à la conservation des médicaments. Qu'on a bien un registre de température qui est pris minimalement 2 fois par jour et qu'il y a une procédure écrite qui encadre l'ensemble des activités liées à la chaîne de froid, mais avoir une section qui concerne le bris de la chaîne de froid, qui peut être lié à une panne d'électricité ou à un bris mécanique. Pour s'assurer qu'entre les prises, on ait vraiment une température qui est stable, on exige soit un thermomètre min-max ou bien que le réfrigérateur soit relié à une centrale d'alarme afin que le pharmacien propriétaire ou un responsable soit avisé si jamais la température du réfrigérateur se retrouve en dehors des écarts prévus. Et aussi, la procédure de la chaîne de froid doit faire partie de la procédure de livraison. Parlons maintenant de la gestion des substances désignées. Je parle de la gestion des stupéfiants, des drogues contrôlées et des benzodiazépines. On s'attend à avoir une procédure écrite
qui va encadrer l'ensemble des activités liées à la gestion des substances désignées, qui va planifier la réception des médicaments, l'entreposage, le retour des patients et le retour aussi vers les grossistes, la destruction des substances désignées, comment vont se faire les décomptes, à quelle fréquence et comment on va faire l'analyse des écarts. En lien avec l'entreposage, les substances désignées peuvent être entreposées dans une armoire barrée ou bien placées en ordre alphabétique parmi les autres médicaments. L'important, c'est vraiment les décomptes effectués régulièrement et l'analyse des écarts qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de diversion à l'interne ou à l'externe. On va regarder les décomptes, comment ils sont effectués. Santé Canada exige un décompte complet minimum 2 fois par année. Par contre, par expérience, les pharmaciens qui le font plus souvent ont plus de facilité à analyser les écarts et à trouver les erreurs. Peut s'ajouter à ça des décomptes aléatoires aux semaines ou aux mois. Alors, on va regarder aussi comment que l'équipe qui est assignée à la gestion des substances désignées procède à l'analyse des écarts et si ça balance. Et on va regarder comment sont détruites les substances désignées. Alors, s'il y a une méthode prévue et si elle est appropriée et si ça se fait en présence de 2 pharmaciens. Parlons maintenant de la gestion des médicaments dangereux. On s'attend à avoir une procédure écrite et qui soit connue par l'ensemble des employés du laboratoire, une section dédiée à l'entreposage des médicaments dangereux, minimalement de grade 1, et qui est clairement identifiée, du matériel réservé, c'est-à-dire des gants, un plateau identifié, spatule, pince. Au niveau du nettoyage, que ce soit des lingettes désinfectantes qui soient utilisées, puis ensuite on rince le matériel à l'eau claire, ou de l'eau et un détergent pour le nettoyage du matériel. On veut voir aussi un contenant cytotoxique qui soit à proximité de l'aire des médicaments dangereux pour permettre aux employés de jeter tout le matériel qui aura été en contact avec les médicaments dangereux et qu'on remette aussi un contenant cytotoxique aux patients qui ont un médicament injectable dangereux qu'ils doivent s'administrer. Pour m'assurer que la procédure soit connue, bien, je questionne une ATP au hasard durant l'inspection. On va aborder ici le volet 4 des standards de pratique, soit l'organisation et la sécurité des soins et services pharmaceutiques. Encore une fois, les éléments en gras seront plus détaillés dans les diapositives suivantes. Au niveau de l'évaluation de la charge de travail, je vais questionner le pharmacien propriétaire pour vérifier comment il s'assure qu'il y a suffisamment d'effectifs techniques et professionnels. Il ne doit pas tenir compte uniquement des statistiques, mais il doit tenir compte aussi de l'agenda de suivi, des demandes de consultation, principalement les nouvelles activités qui parfois prennent beaucoup plus de temps, des activités récurrentes, la gestion des périmés, des commandes, la gestion des substances désignées, les activités en lien avec les piluliers, les activités de surveillance plus complexes. Bref, on le questionne pour savoir comment il évalue sa charge de travail. Au niveau de l'organisation de la chaîne de travail, donc la chaîne de travail doit être unidirectionnelle, permettre d'éviter les déplacements inutiles. On va regarder aussi la description des tâches en fonction du poste occupé. Au niveau de la confidentialité, on va vérifier si l'ensemble des employés de la pharmacie ont signé un formulaire. On va regarder l'aménagement des espaces, s'ils favorisent la confidentialité, un bureau de consultation, des aires de consultation semi-confidentielles. On va regarder comment sont détruits les documents de manière confidentielle et si des consentements sont vérifiés auprès des patients avant d'échanger l'information. Au niveau de la délégation des tâches techniques, on va regarder à ce que la délégation soit maximale pour que les pharmaciens puissent se concentrer sur leurs activités de surveillance. Si la délégation vérification contenant-contenu est implantée, on va regarder s'il y a une procédure, une formation, une évaluation et une certification annuelle du personnel. Au niveau des procédures, on va vérifier qu'elles soient adaptées, connues et qu'il y ait une mise à jour régulière de ces procédures-là. Au niveau de la gestion des risques, on va regarder s'il y a certaines mesures qui sont prévues pour prévenir les risques en lien avec les médicaments, les patients ou diverses situations.
Tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, de l'outil de changement pour les piluliers qui vient sécuriser et prévenir les risques liés au changement d'un pilulier. Au niveau du plan de formation des nouveaux employés, les techniciens en pharmacie, vous allez probablement être très impliqués à ce niveau-là. On aime bien voir un plan de formation qui est précis et qui est clairement défini pour assurer un meilleur encadrement des nouveaux employés. On aime bien voir un outil de traçabilité qui nous permet de savoir où est-ce que chaque employé est rendu dans sa formation. On aime voir aussi la présence d'évaluation pendant la formation ou après 3 mois ou minimalement annuellement. On regarde aussi les outils que vous utilisez, que ce soit des outils maison, que ce soit des outils de la bannière. Et puis, on aime voir aussi qu'est-ce qui est prévu pour le personnel technique ou les pharmaciens qui sont remplaçants. Comment vous vous assurez qu'il y ait un minimum de formation qu'ils vont recevoir avant d'arriver à la pharmacie. La gestion des événements. C'est vraiment un sujet que j'adore parler avec les pharmaciens parce que cette culture-là est super importante si on veut prévenir des accidents qui se rendent aux patients. On veut voir une procédure écrite qui va encadrer l'ensemble des activités liées à la gestion des événements et une formation qui aura été offerte à tous les employés. J'aime bien voir la présence d'un formulaire d'accident qui est plus détaillé. Un accident, c'est vraiment un événement qui a atteint le patient. C'est important d'avoir un formulaire plus détaillé pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qui est arrivé et surtout quelles sont les mesures correctrices qui seront mises en place pour prévenir ce genre d'événement-là dans le futur. Ce qui est souvent manquant et ce qu'on aime voir, c'est un registre des erreurs qui sont attrapées au laboratoire ou dans la gestion des piluliers, qui sont attrapées souvent par les pharmaciens ou par un autre employé. Alors, un registre d'erreurs où est-ce qu'il va y avoir une fréquence à laquelle ce registre-là va être étudié et qu'il y aura des mesures correctrices qui seront mises en place pour prévenir ces petites erreurs-là. La procédure doit définir à quelle fréquence vont être analysés les registres, qui est dédié à cette analyse-là. Est-ce que c'est un pharmacien? Est-ce que c'est une équipe qui serait composée, par exemple, d'un pharmacien, d'une ATP et d'un TP? Et on aime surtout voir le registre des mesures correctrices. Et ce que ça permet à l'équipe qui est en charge de la gestion des événements de vérifier si les mesures correctrices ont bien fonctionné pour diminuer un certain type d'erreur. On en arrive maintenant à l'organisation des soins et services pharmaceutiques. Vous le savez, les pharmaciens sont bien impliqués en établissement de santé sur les unités de soins auprès des patients. Alors, en inspection, on s'attend à ce qu'il y ait une offre de soins qui permet de bien définir, expliquer les activités que le pharmacien va réaliser sur les unités de soins pour les structurer. On peut éventuellement penser aussi qu'il y aura les tâches des TP sur les unités de soins qui sera ajoutées à cette offre de soins-là. Quand on parle de structure, bien entendu, on pense aux politiques et procédures. Dans le questionnaire d'inspection, vous pourrez trouver une liste assez exhaustive de procédures. On s'attend non seulement à ce que les procédures soient rédigées, mais elles doivent aussi être mises à jour, connues de tous et mises en application. Encore une fois, on peut déjà dire que le personnel technique a un rôle très important à jouer de ce côté-là. On veut aussi que le circuit du médicament soit efficient. Alors, les questions qu'on va se poser sont: est-ce que le département de pharmacie évalue sa chaîne de travail de façon régulière pour être en mesure d'apporter des changements, par exemple pour la rendre plus fluide? Est-ce que les tâches de tous les membres du département de pharmacie sont bien définies et connues? Les tâches des ATP, des TP, des pharmaciens. Est-ce que les tâches qui peuvent être déléguées le sont? En ce qui concerne la sécurité, est-ce qu'on a un plan d'urgence disponible? Par exemple, en cas de bris de l'ensacheuse, de perte de données dans le logiciel pharmacie, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Est-ce qu'on a des mesures en place pour préserver la confidentialité des informations sur les patients? Et finalement, comment sont documentées et analysées les erreurs? Tous les types d'erreurs en lien avec le médicament, bien entendu.
Donc, les erreurs au cours du circuit du médicament, autant à la pharmacie que sur l'unité de soins. Comment on peut les prévenir, ces erreurs-là? C'est ce qu'on appelle la gestion des risques. Le département de pharmacie a un rôle super important à jouer de ce côté, et vous aussi, évidemment. Maintenant, on va discuter des problématiques qu'on observe sur le terrain en inspection en établissement de santé. Évidemment, le but ici n'est pas de briser la confidentialité des inspecteurs, mais c'est plus de vous sensibiliser aux différents enjeux qu'on observe. Évidemment, les problématiques observées vont varier. Elles vont varier d'un milieu à un autre, d'un contexte à un autre. Elles vont varier aussi dans le temps. Alors ici, on a inséré quelques exemples de problématiques qui, par les temps qui courent, sont plus souvent observées dans les milieux. Vous pouvez constater déjà que pour bon nombre de ces sujets, les TP et les ATP ont un rôle vraiment important à jouer. Votre travail, il est super important. Donc, dans les problématiques, la collecte de renseignements représente parfois un défi. C'est difficile des fois d'avoir toute l'information précise au sujet des patients, le poids, la taille, les allergies. Lorsqu'on est au département de pharmacie à la validation des ordonnances, on n'a pas toujours ces renseignements-là qui sont nécessaires à la validation des ordonnances. Le bilan comparatif des médicaments, c'est vraiment une activité qui va sécuriser la prescription des médicaments autant à l'admission qu'au congé du patient. Mais c'est une activité qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, qui demande d'avoir de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire. Alors, c'est un des éléments qui est un enjeu présentement dans les établissements. L'offre de soins, c'est un travail perpétuel. Plus les pharmaciens sont impliqués sur les unités de soins, plus c'est important de se questionner sur la structure, sur les activités à réaliser auprès de ces patients-là. La gestion des risques à l'interne. Donc, lorsqu'on identifie des erreurs, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Comment on les analyse? Qu'est-ce qu'on met en place pour les prévenir? Les politiques et procédures, on en a parlé. Le questionnaire d'inspection comporte un grand nombre de politiques et procédures et parfois, il va en manquer certaines dans certains départements de pharmacie. Un autre des sujets importants, c'est la gestion des communs. C'est quelque chose pour lequel le département de pharmacie doit être impliqué, mais encore là, ça prend beaucoup d'effectifs pour travailler là-dessus. Donc, dans certains milieux, ça peut représenter un enjeu. Finalement, la conformité à la norme sur la préparation des médicaments en magistral non stérile représente encore un défi, je dirais, en établissement de santé. Depuis la venue des standards de pratique, beaucoup d'efforts ont été fournis par les équipes en pharmacie afin de mieux structurer la gestion des médicaments et l'organisation des soins et services pharmaceutiques. Tout cela au bénéfice des patients. Toutefois, certaines problématiques sont encore observées. Par exemple, en lien avec la collecte des renseignements. L'outil est utilisé, mais parfois, il n'est pas utilisé pour la gestion des ordonnances reçues par télécopieur, où les questions ne sont pas toutes posées aux patients. Parfois, seule la collecte abrégée est en place lorsqu'on sait que plusieurs autres types de collecte de renseignements pourraient être réalisés auprès des patients afin de faciliter la surveillance de la thérapie. Au niveau de la consignation, ici, certains logiciels rendent la tâche plus difficile que d'autres. Il n'est pas rare aussi de voir chaque pharmacien utiliser sa propre méthode de consignation, ce qui ne favorise pas la continuité des soins. Au niveau de la surveillance, on voit de plus en plus de traces de surveillance en lien avec les valeurs de laboratoire ou des notes de suivi. Il reste à implanter un plan de match précis et structuré que l'on retrouverait dans plusieurs dossiers. Au niveau de la gestion des substances désignées, c'est principalement l'analyse des écarts qui est plus difficile. Une des solutions serait de le faire plus souvent que 2 fois par année pour faciliter cette analyse-là, ou de planifier cette activité au lieu d'attendre d'avoir le temps de le faire. La gestion des événements, souvent le formulaire d'accident
est en place, mais moins la culture de consigner toutes les erreurs afin de se pencher sur des mesures correctrices pour les réduire. La charge de travail élevée en pharmacie est encore un enjeu. Le manque d'effectifs et les activités de plus en plus complexes augmentent la charge du personnel déjà en place. Il faut mieux déléguer, mieux prioriser pour arriver à faire le travail. Votre arrivée, technicien en pharmacie sur le terrain, devrait aider cette délégation entourant la gestion des médicaments au laboratoire. Hormis les inspections individuelles des pharmacies en établissement de santé et en pharmacie communautaire et les inspections portant sur le circuit du médicament dont nous venons de vous parler, il en existe plusieurs autres. Toutefois, ce sont des inspections qu'on va réaliser un petit peu moins souvent. En ce qui concerne les 3 premières inspections ciblées, c'est un morceau plus précis du circuit du médicament où est-ce qu'on va pousser notre analyse un petit peu plus loin, en lien par exemple avec les préparations magistrales non stériles ou en lien avec la gestion des substances désignées ou de la gestion des piluliers. Et on a notre volet inspection ciblée qui va porter sur les préparations de produits stériles, qu'elles soient pour des médicaments non dangereux ou pour des médicaments dangereux. Alors, je passe la parole à Pascal pour la conclusion de notre présentation. En terminant, un mot sur les inspections ciblées portant sur les préparations stériles pour les médicaments dangereux ou non dangereux. Bien sûr, il y a des inspections dont le sujet porte exclusivement sur ça. Aujourd'hui, ce serait trop long d'entrer dans les détails de ces inspections qui sont, ma foi, assez pointues. Mais on trouvait quand même pertinent de vous en glisser un mot, car force est de constater que les TP et les ATP sont vraiment impliqués dans la préparation de ces médicaments. Brièvement, les inspections vont vérifier que les locaux et les équipements soient conformes à la norme. Les registres sont vérifiés. On s'assure aussi de la formation et de la certification des gens qui manipulent. Et évidemment, on vérifie qu'on a des protocoles de préparation et que les procédures sont bien mises en place. Pour en apprendre plus, je vous invite à consulter la norme portant sur ce sujet. On en arrive à la conclusion. Donc, aujourd'hui, on a fait un survol des éléments qu'on observe en inspection portant sur le circuit du médicament, autant en établissement de santé qu'en milieu communautaire. On a précisé nos attentes. Alors, quel message on peut retenir de cette présentation? D'abord, l'inspection du chef ou du propriétaire de la pharmacie qui porte sur le circuit du médicament. C'est un processus rigoureux dont l'objectif est d'assurer la sécurité et la qualité des soins et services en pharmacie. Les TP et les ATP occupent un rôle important dans plusieurs étapes du circuit du médicament et donc dans cette inspection. Alors, ce qu'on vous dit, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup pour votre attention.